Je vous remercie déjà nettement d'être venu. C'est toujours encourageant. On lance la saison des conférences. Amélie, qui ne va pas se cacher longtemps, qui va venir à côté de moi, qui donc s'occupe d'animer le point écoute famille. Le point écoute famille, vous connaissez, vous, à peu près, hein, si vous êtes là, vous en avez entendu parler. Il s'agit donc d'offrir, c'est une offre municipale qu'on cherche à développer pour offrir du soutien à la parentalité. Voilà. Et au milieu des nombreuses actions, des points d'accueil et d'écoute, un programme de conférences qui se met en place. Et la conférence de ce soir ouvre le bal des conférences. Donc voilà, et pour ça, mais Amélie nous fait un numéro de claquette à la fin si vous avez été sage. Et on accueille donc Carole Van Hout, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui va justement ce soir vous sensibiliser et vous dire tout ce que, de par son expérience, elle rencontre au quotidien à travers l'usage des écrans, tous les impacts sur les apprentissages. Et je n'irai pas plus loin dans la présentation parce que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Je laisse la parole à Amélie pour présenter tout ce que j'ai pu oublier, tous les points de détail et notamment rentrer plus dans le détail sur la conférence de ce soir. Voilà. Merci d'être venue. Bonsoir. Donc, malgré le petit nombre, on va parler dans un micro déjà pour vous expliquer que la conférence va être enregistrée par podcast. Donc, on parle dans un micro pour que ce soit entendable sur Internet et on vous demandera, si vous intervenez, de faire de même. Le point écoute famille, donc c'est effectivement un service de soutien à la parentalité. L'idée, c'est d'offrir aux parents un espace d'écoute lorsqu'il y a des moments ponctuels dans la vie de parents où des questions se posent, où des difficultés peuvent apparaître. Mais c'est aussi le projet de mettre en relation les parents les uns avec les autres en se disant que vous avez vos propres expériences et vos propres compétences et que vous pouvez vous enrichir les uns les autres. Et donc cette conférence, on l'a travaillée avec Carole Van Hout un peu sur cet esprit, en se disant que vous avez vos expériences avec les écrans, que vous avez vos questions et vos peut-être certitudes parfois. Et donc l'idée, c'est de pouvoir échanger entre vous aussi sur vos représentations, sur vos pratiques avec les écrans et de pouvoir enrichir vos connaissances en fait avec celles de Madame Van Hout. Pour vous resituer un petit peu pourquoi on a demandé son intervention, Madame Van Hout est orthophoniste. Elle fait partie du collectif qui a le premier fait un lien entre les troubles du développement des jeunes enfants et la surexposition précoce aux écrans. Et donc, ces observations de professionnels de terrain lui ont permis en fait, d'observer ce qui peut être une difficulté dans le développement des jeunes enfants lorsqu'il y a une exposition massive et précoce aux écrans. Du coup, voilà, je vais vous laisser la parole, Madame Van Hout, et poursuivre l'échange avec vous. Bonne soirée. Donc, bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier la ville de Saint-Maur qui m'a gentiment conviée ce soir à faire part un petit peu de mes constats, de mes interrogations, de ma nécessaire envie de sortir en fait du cabinet. Parce que c'est ça, et généralement les orthophonistes, on ne les voit pas trop. Hein, elles sont derrière leur bureau à jouer avec les enfants ou pas, enfin voilà, faire d'autres choses, mais on ne les voit pas trop se positionner. Voilà. Mon intervention, elle est avant tout, c'est une professionnelle qui va discuter, mais c'est avant tout une citoyenne. Parce que voilà, moi je suis dans le soin, j'accueille des enfants et leurs familles qui sont vraiment en difficulté. Mais les écrans commencent à être vraiment un moyen en fait de se poser des questions sur en fait l'avenir de la société. Voilà. Donc je dis vraiment ce que je pense. Voilà. Je vais pas avoir peur de me positionner par rapport à ça parce que les constats que je fais sont vraiment inquiétants et de plus en plus inquiétants sur des enfants de plus en plus jeunes. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi en fait je suis là. Donc moi je suis orthophoniste depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours exercé en fait en libéral. Donc les orthophonistes peuvent soit travailler dans des institutions, soit à l'hôpital, mais aussi en libéral. Moi je travaille en libéral. Et puis il y a à peu près 7 ans, avec d'autres orthophonistes, on se disait mais bon sang, qu'est-ce qui se passe quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On a de plus en plus d'enfants jeunes. Donc il y a 20 ans, on nous adressait les enfants à partir de 5 ans. Voilà, quand il y avait un cheveu ou voilà, des problèmes d'articulation, mais le langage était plutôt pas trop mal.
Et puis, voilà, il y a 7 ans, on nous adressait des patients qui déjà, à 3 ans et demi, ne parlaient pas très bien. C'est-à-dire, ce que j'entends par pas parler très bien, c'est des enfants qui avaient du mal à juxtaposer en fait plusieurs mots, où c'était juste des mots isolés. Et puis, on s'est dit, bon, bah, d'accord, oui, bon, c'est une évolution un petit peu des pathologies aussi. Il faut savoir que je pose la question des écrans, moi, depuis 14 ans. Dans la première fois que je rencontre les parents. Donc ça fait pas, je me suis pas réveillée il y a 2 ans en disant bah, tiens, je vais poser la question des écrans parce que les écrans font partie en fait de la vie des familles maintenant et la vie des enfants en particulier. Donc parallèlement à ces troubles qui naissaient et la multiplication aussi de ces troubles, c'est surtout ça qu'il faut vraiment entendre ce soir. Je me suis dit mais bon sang, on a des temps d'exposition qui sont en train d'exploser. Donc, quand je parle d'exposition, c'est la télé, c'est les smartphones, c'est les tablettes et les ordinateurs. Et tous ces temps d'exposition là sont en train de prendre vraiment le pas sur les autres stimulations en fait de l'enfant. Donc, on s'est dit on adore notre métier. On adore nos enfants, on adore les adolescents, il n'y a aucun souci. Mais peut-être que aussi l'émission de l'orthophonie, c'est de sortir du cabinet et d'aller informer, ce qu'on appelle la prévention primaire. D'accord ? Donc là, moi, je fais un acte de prévention primaire pour des professionnels de santé, pour les parents, et j'interviens de plus en plus en fait dans les crèches. On a quand même une spécificité pour la petite enfance. Moi, vraiment 0-3 ans, parce que j'ai de plus en plus d'enfants très très jeunes qui arrivent. Là, on va dire, j'ai 40% d'enfants âgés de 2 ans et demi qui viennent me voir. Alors, on se dit 2 ans et demi, 2 ans et demi, quoi. C'est tôt. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils présentent comme signe ? Ces enfants, premier signe d'appel, on m'appelle, sans jeu de mots, mais on m'appelle parce que les enfants ne parlent pas. Maintenant, on est passé des difficultés en fait à organiser les mots à une absence totale de langage. Mais totale, à 2 ans et demi, à 3 ans, les enfants ne parlent plus. Donc ça, c'est les parents qui m'appellent ou les professionnels qui m'appellent pour me dire, bon voilà, Madame Vanout, est-ce que vous pouvez recevoir cet enfant ? Voilà, moi maintenant, ce que j'observe, ce sont des enfants qui ne regardent pas l'autre. Je ne suis pas en contact avec eux. Je leur parle. Est-ce que tu vas bien ? Viens, Simon, viens me voir. Voilà. Ils ne regardent pas. Ils sont vraiment un petit peu quand même dans leur bulle. Quand je pose des questions simples, ils ne me répondent pas. Et puis, quelque chose qui est, je trouve, moi, très, très, très important et très, à la fois très préoccupant, ce sont des enfants. Un enfant, si je vous demande comme ça, un enfant à 2 ans et demi, qu'est-ce qu'il fait ? Comment ? Il crie. Ok, alors ça, j'en ai. Donc, est-ce qu'on peut trouver autre chose, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'un enfant de 2 ans et demi peut faire encore à cet âge-là ? Gribouiller ? Ouais, tout à fait. Je donne le micro. Oui, merci. Ah, il nous imite beaucoup, tout à fait. Même avant, oui, exactement. Vers quel âge, du coup, il nous imite ? Pour mon exemple, ma fille a 20 mois et depuis plusieurs mois déjà, elle reproduit des gestes que je fais dans le quotidien. Exactement. Depuis plusieurs mois. Généralement, l'imitation comme ça, c'est à partir de, on va dire, 12 mois, même un petit peu avant, à partir de 8 mois. Et voilà, ils sont vraiment dans l'imitation en fait, de l'autre. Moi, ces enfants que je reçois, ils ne sont pas dans l'imitation. Mais pas du tout. Après, qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Quel est le travail de l'enfant ? Ah, ce mot salvateur. Ils jouent. Et moi, quand je leur propose des objets, des vrais objets, des choses qu'on prend dans les mains, qu'on porte à la bouche, qu'on fait rouler, qu'on fait jeter, qu'on tire et tout ça, les enfants ne font rien avec. Ils ne savent pas. Ils ne savent plus jouer. Ils ne savent plus comment utiliser en fait ces objets.
Et récemment, j'ai proposé une feuille de papier et l'enfant a pris son doigt et il a glissé sur la feuille de papier. Donc, on se dit, ouais, non, mais c'est des cas isolés, non, pas bien sûr que non. Et puis, autre phénomène qui arrive, ce sont aussi des enfants que j'ai déjà décrits juste avant, mais en plus, quand ils vont commencer à émettre quelques sons, ou qu'ils vont prendre en charge en fait un petit peu leur mélodie, je ne reconnais pas la mélodie du français, qui a des accents toniques vraiment très particuliers, avec une chanson qui est vraiment spécifique en fait au français, et je ne reconnais pas cette mélodie-là. C'est pareil, il y a 3-4 ans, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors j'ai cherché, et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. C'est de l'anglais. Donc je pose la question aux parents, est-ce que vous êtes anglophone? Parce que là, par contre, ça serait complètement pertinent. Et les parents me disent, non, mais pas du tout, nous, on parle pas du tout anglais à la maison, quoi. Bon, je me dis, j'avais déjà parlé des écrans avant, et je dis, on va refaire un petit point sur les écrans quand même. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il s'occupe? Et maintenant, j'ai arrêté de dire à quoi il joue. Parce qu'on me dit, il joue à la tablette, il joue à l'ordinateur, et voilà. Donc moi, j'ai complètement arrêté ça. Et je pose la question, à quoi il s'occupe? Et les parents me disent, en fait, il est sur YouTube et il regarde des comptines et des dessins animés en anglais. Ça, maintenant, j'en ai 2 par mois. Donc des enfants de 2 ans et demi, 3 ans, qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas. Et la première chose, les premiers mots qui arrivent à émerger, en fait, ce sont des mots en anglais. Je ne dis pas qu'ils parlent anglais. Pour moi, c'est vraiment juste la connaissance de mots isolés. Ils constituent comme un petit répertoire, mais en aucun cas, ils sont vraiment dans le langage, puisque le langage sert à communiquer, sert à demander des choses, sert à s'exprimer, et ce n'est pas du tout le cas, en fait, de ces enfants. Et puis, toujours la question des écrans, quoi. Toujours, combien de temps? Alors là, pour vous donner une petite idée, les enfants que je reçois, je demande toujours la date de la première exposition et le nombre d'heures sur une journée, pour avoir une petite idée. Première exposition, c'est dès la naissance. Dès la naissance, donc c'est dès la naissance, c'est-à-dire généralement, voilà, le numéro 1 des écrans, c'est quand même le smartphone. Parce qu'on le met dans le berceau, on lui met une petite comptine, et donc du coup, ça fait les comptines à la place en fait des parents. Mais ça reste une stimulation de toute façon à un écran qui se substitue à l'autre. Donc première chose, donc déjà dès la naissance. Et les enfants que je reçois, la moyenne en fait d'heures d'exposition, parce que après c'est ça aussi, nous sommes à 7 heures par jour. Par jour. D'accord ? Donc, on s'est dit, on est plusieurs orthophonistes en plus à se dire, c'est pas que dans le Val-de-Marne, parce que je travaille dans le Val-de-Marne, donc nous, c'est pas le Val-de-Marne, c'est aussi dans la Meurthe-et-Moselle, c'est aussi dans le 93, c'est aussi à Toulouse, enfin, c'est un petit peu partout quand même, on fait un petit peu les mêmes constats. Et puis, on se dit, on est orthophoniste, ok, nous allons prendre en charge ces enfants, c'est absolument essentiel. Mais sortons aussi de nos cabinets pour dire ce que nous voyons. Parce que bien sûr, tous les troubles, que ce soit les troubles du langage, les troubles de la communication, les troubles des apprentissages sont multifactoriels. On ne peut pas imputer une difficulté à un facteur. N'empêche que la racine commune à tous les troubles que nous pouvons voir en libéral. Là, je vous parle des cas extrêmes parce que c'est ceux qui m'ont le plus frappé ces dernières années. Et c'est ceux-là qui m'ont dit, Carole, maintenant,
sors de ton cabinet et va parler de tout ça. Mais ça peut aller à du retard de langage beaucoup plus, on va dire, classique, avec des troubles aussi du raisonnement, donc les troubles de la pensée, des difficultés à s'organiser, à rentrer aussi dans les apprentissages. On verra ça un petit peu plus tard. Et puis, on a commencé donc à faire un petit peu de prévention. Et on a été contacté pour être des partenaires, pour des projets. Je parlais à madame, je vous conseille un spectacle, un chorégraphe. C'est la compagnie Harmonie qui a fait cette super chorégraphie qui s'appelle Sans le savoir, où il parle en fait de tous les effets en fait de la télévision et comment ça peut avoir des répercussions sur la vie familiale, mais aussi sur le développement cognitif en fait des enfants. Et à l'issue de cette conférence, nous, ça faisait longtemps qu'on entendait parler de Sabine Duflot, donc clinicienne dans un CMP dans le 93. Et puis, elle vient nous voir, parce qu'on était invités après le spectacle, on est invité à débriefer avec le public. Et elle vient nous voir en disant, mais ça fait combien de temps que vous faites ces constats-là? Parce que moi, en tant que psychologue clinicienne, je vois exactement les mêmes choses. Et ça fait bien 5-6 ans déjà que j'alarme. Donc, on a dit, bah ouais, nous, ça fait pareil. Donc, le petit cercle a commencé à se construire. On a dit, bon, on ne peut pas rester comme ça dans nos coins et tout. Formons le collectif. Donc, le collectif est né de cette réalité clinique en fait, qui nous animait absolument tous. Nous avons créé ce collectif. Nous avons fait une tribune dans Le Monde, donc il y a 1 an, et qui a fait, qui a beaucoup bouleversé un petit peu tout. Tous les experts et tout la machine en fait de la régulation des écrans, parce que nous on était tous du terrain, donc on nous a opposé plein de choses sur nos constats, notamment les troubles du développement. Ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, les seuls troubles qui sont reconnus par des études scientifiques, quel que soit en fait le pays, ce sont les troubles du langage qui ont été repérés il y a quand même 5-6 ans maintenant, et puis les troubles de l'attention. Nous, on commence à parler d'autres choses, donc des troubles développementaux, notamment des bizarreries, mais pour nous, c'est vraiment des difficultés en fait, globales, et notamment de la communication, des habiletés sociales, des intérêts restreints, donc qui peuvent être assimilés à de l'autisme. Moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas faire le diagnostic, mais en tout cas, comment dire, c'est un peu comme le Canada Dry, quoi. Hein, ça en a la couleur, mais bon, on sait pas trop. Et à la rigueur, ça, c'est pas à moi de le définir. Je ne suis pas médecin. Donc, nous avons demandé aussi des études, parce qu'on nous impose ça. Pour l'instant, c'est pas encore c'est pas encore le cas. Il y a juste une étude d'une pédiatre, Birken, qui a fait une communication lors d'un congrès. Mais bon, il n'y a pas encore d'études qui prouvent un petit peu tous ces liens-là. Et qu'est-ce qui à votre avis, pourquoi est-ce que ça s'est accéléré tout ça? On est tous confrontés à ça dans notre vie familiale. À quel moment, là je vous parle de ça, ça fait déjà 5-7 ans. Dans vos usages, dans nos usages, qu'est-ce qui a été déterminant? Exactement. Est-ce que vous savez à peu près en quelle année le smartphone est apparu? 2000? Alors j'ai plus tard sur ma droite, j'ai 2000 sur ma gauche. Non, parce que pour moi, c'est... Merci. Du constat qu'on peut faire, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus tard que c'est apparu, même si on a eu les premières tablettes, smartphones, je pense qu'on n'avait pas les applications qui allaient avec. Donc du coup, tout s'est démocratisé, mais un petit peu, je pense, après. Les smartphones, en fait, c'est 2007. Donc ça fait à peu près 11 ans. Ouais. Les tablettes, c'est 2010. Ça fait 8 ans.
Et après, il y a la 4G, bien sûr. Voilà. Mais là, juste parler, voilà, l'apparition des tablettes, l'apparition des smartphones, il y a quelque chose qui est spécifique à ces écrans-là. À votre avis, par rapport à la télé? Alors, il y a le fait que ça soit tactile, tout à fait, et autre paramètre qui est quand même très important. Et oui, c'est mobile. Contrairement à la télé, parce qu'on a encore rarement vu des parents ou des enfants prendre le téléviseur pour aller dans la rue ou faire des courses ou même prendre la voiture. Hein. Après, ça peut arriver, je ne sais pas. Mais ça, on ne l'a pas encore vu. Donc, ce qui fait que nous avons, on va dire ces 8 dernières années, une augmentation du nombre d'écrans. À votre avis, combien d'écrans avons-nous par foyer? Vous avez 2 minutes pour calculer. Tic, 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 tic. C'est en général, là c'est des données de l'INSEE, donc c'est à peu près, bien sûr qu'on peut tomber à moins et on peut tomber à beaucoup plus. Voilà, mais là on est vraiment... ouais. On est à 6 même, entre 5 et 6 par foyer. On était à 3 foyers. On était à 3 écrans en 2010 et il y a une prédiction pour 2020 à 8 écrans par foyer. Donc se pose la question, si on a plein d'écrans, si on a plein d'occasions de se connecter, qu'est-ce qu'on fait ? On se connecte. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est connecté? Alors, on oublie son enfant, c'est vous qui le dites, mais d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait encore? Parce que là, je ne suis pas en train de dire que les écrans, il faut absolument s'en passer, c'est pas ça du tout. Hein? On parle moins, on va reprendre tout ça après. Mais une des premières choses, c'est quand on a des écrans, ça nous soulage aussi pour plein de choses, parce qu'on arrive à travailler. La première chose pour laquelle c'est quand même utile, c'est qu'on arrive à travailler, quoi. Maintenant, c'est rare qu'on ne puisse pas travailler avec les ordinateurs. Bon, donc ça, c'est super. On peut avoir accès à Internet, ça ouvre sur le monde, une curiosité et tout ça. On est normalement en relation, même si c'est virtuel. Bon, après, on peut se poser la question de l'efficacité, si ce n'est que ça. Mais ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Ça fait partie d'une avancée technique. Ça fait partie du progrès. Mais là où ça va commencer à être un petit peu plus gênant, c'est que toutes ces avancées technologiques vont commencer à toucher l'enfant. Jusqu'à présent, l'évolution des technologies impactait la famille, l'homme, donc le train et tout ça. Mais pour l'instant, c'est pour ça que c'est rarissime et que c'est vraiment quelque chose d'inédit. C'est que ces inventions-là, ces multiplications d'écrans-là commencent à avoir un impact sur les enfants. Et on peut se poser la question, finalement, est-ce qu'un enfant est un petit adulte en miniature ? Sûrement pas. Sûrement pas. Donc, va se poser la question, mais bon sang, qu'est-ce qui fait que on arrive à utiliser finalement tous ces outils, parce que ça reste un outil, pour les enfants ? Est-ce que vous avez une petite idée comme ça? Après, j'essaierai de me souvenir des chiffres de la dernière étude, mais voilà. Pourquoi les parents ont recours finalement aux écrans? Un gain de temps pour les parents, on est bien d'accord. Oui, non, mais la variété des contenus, d'accord. D'accord. Ça les occupe, ça les mobilise, oui. Je répète, hein. Donc il y a des programmes qui peuvent être intéressants. Qu'est-ce qu'on entend par intéressant? Je ne vais pas vous lâcher. Hein.
voilà, les parents peuvent dire exactement, tiens, mon enfant parle anglais. Est-ce qu'il parle anglais? Est-ce que vous avez déjà regardé, est-ce que vous avez déjà été en présence d'objets comme ça, bilingues? Parce qu'il y a beaucoup de nounours, il y a beaucoup de choses. Donc on est allé tête de gondole en décembre dernier, une grande enseigne de jeux, et on s'est dit on va aller voir. On va aller voir ce qu'ils proposent. Donc on est vraiment dans des jeux du premier âge. Hein. On est d'accord, on n'est pas sur du 3-4 ans où bon, l'intérêt peut être discutable et discuté, mais là on est vraiment sur les jouets du premier âge. Donc je fais mon idiote, chose que je sais très très bien faire. Je m'approche de la tête de gondole et je demande au vendeur, mais au fait monsieur, est-ce que vous pouvez me dire à peu près depuis quand nous avons des oursons bilingues, nous avons des poupées corolles qui parlent jusqu'à 10 langues. Pop, 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 pop. C'est super. Et il m'a dit, bah, écoutez, ça frémissait un petit peu l'année dernière, mais là, vraiment, on sent que ça s'installe, quoi. Il était vraiment content. Il me dit, bah, je vous conseille ça, tout ça. Bon. Et puis, je commence à regarder les âges, hein, et c'est quand même 6 mois. 6 mois. Donc, ok, on en achète un, parce qu'il faut quand même voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc, on ouvre cet ourson bilingue, voilà, hein, notre nouvel ami bilingue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc, on peut choisir si c'est en français ou en anglais. Donc, on se dit, bon, ça part plutôt pas mal. Et puis après, c'est essentiellement, en fait, je rebondis sur ça pour l'aspect éducatif, hein. Bah oui, ce sont des lettres, essentiellement des lettres, des chiffres. Et puis ces petits engins, ils parlent. Sauf que, je pense que même un anglophone, un Britannique, né à Londres, ne peut pas comprendre ce que disent ces oursons-là. C'est impossible. C'est une espèce d'une bouillie. Une bouillie, mais alors... Et on s'est dit, c'est quand même, oui, c'est quand même assez intéressant. Alors, même si ça peut effectivement convenir à d'autres enfants un peu plus grands, n'empêche que là, on parle d'un enfant de 6 mois à qui on peut mettre en boucle la même chose. Et c'est ça aussi qui est un petit peu déconcertant, puisque c'est tout le temps la même consigne aussi qui tourne. C'est comme si l'enfant, là je parle du plus grand, ne pouvait pas s'adapter. Comme si à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, même si on demande range tes chaussettes, enfin tout ça, on est obligé de répéter, on est d'accord. Hein. Mais là on est sur un jeu qui va dire tout le temps la même chose et qui ne fait pas l'hypothèse que cet enfant a compris maintenant comment ça fonctionnait, il pouvait aussi le faire tout seul. Donc, l'engouement pour le bilinguisme de façade, parce que pour moi on n'apprend pas une langue juste avec des mots, c'est nécessaire, hein, on est d'accord. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est bizarre, vous vous souvenez de ce que j'ai raconté tout à l'heure dans ce que je voyais dans le cabinet? Des enfants qui ne parlent maintenant qu'avec des mots comme ça. Là, je vous ai parlé de l'ourson, mais on a aussi après toutes les applications, toutes les comptines en anglais. Parce qu'on en a beaucoup, voilà, on en a beaucoup à ça. Et pour en revenir à l'éducatif, nous nous sommes aussi intéressés aux étiquettes. Vous, en tant que parent, en tant que professionnel, à votre avis, qu'est-ce qui peut être écrit sur ces étiquettes de jeu? Qu'est-ce qui serait séduisant pour des parents de voir écrit? Exactement. Développe le langage. Comment? Exactement. Donc après, apprends de nouvelles langues. Donc développe le langage, apprends de nouvelles langues. Avec bon accent. Ou pas. Ça, après, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Développe
développe la motricité, la mémoire. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Hein. L'attention. Et en fait, tous ces termes, la motricité fine, il faut savoir que tous ces termes-là sont aussi des emprunts en fait, au domaine du soin. Au niveau de la motricité fine, au niveau des sciences cognitives. Donc, ça, on s'est dit, mais on est un parent maintenant en 2018. C'est dur d'être parent en général. Moi, je pense que c'est d'autant plus difficile maintenant parce qu'on vous fait la promesse qu'en utilisant ces objets-là, qui préparent l'enfant, qui conditionnent l'enfant aussi à l'usage des écrans un petit peu plus tard. Puisque là, on est en train de dire tous les trucs répétés, les trucs, les objets qui sont connectés, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de très très important qui est en train de se développer. Et puis, on se dit, ouais, d'accord, donc on fait quoi maintenant? C'est quand même un petit peu surprenant que tout ça, le mot éducatif maintenant a une promesse de rendre l'enfant intelligent et que maintenant, seuls ces jouets-là, seules les applications et seuls les écrans vont permettre à l'enfant de construire son intelligence. Et maintenant, les arguments marketing pour les parents, c'est de surfer sur leur angoisse et de dire, si vous n'achetez pas ce jeu-là, vous prenez le risque de mettre votre enfant en dehors de la société et de finalement, quelque part, compromettre sa vie de citoyen et d'avoir un travail. Je vais jusque-là, puisque c'est quelque chose d'inédit, ça n'a jamais été comme ça. Puis après, je me suis dit, bon, là, tu as fait les jouets, ma cocotte, va voir autre chose, quoi. Donc, je me suis après intéressée au site de parentalité. Donc, je suis allée voir les forums, les sites et tout ça, et à chaque fois, les objets connectés et les écrans en particulier, parce que tout est à base de connexion à des smartphones ou des choses comme ça, tous les messages sont alarmants, quoi, en disant si vous ne faites pas ça, ça va mettre votre enfant va prendre du retard, ça va vous libérer du temps. Ouais, mais bon, avoir un enfant, ça prend du temps. Ouais. Oui, ça prend du temps. C'est dur, ouais, mais il a des besoins complètement, en fait, complètement spécifiques, ce petit être, quoi. Donc, et là, maintenant, c'est un petit peu la mode. On voit aussi sur les forums on se moque un peu de l'enfant. On se dit, oh là là, on a même des réactions assez fortes en disant, oh, ils sont chiants, ça va. Il y a on s'autorise beaucoup plus à parler de ça, donc peut-être que d'un point de vue, c'est bien, mais après, sur quelle est l'image de l'enfant véhiculée par la société, je m'interroge. Après, je n'ai pas de réponse toute faite, mais toujours est-il que tous ces messages-là influencent en fait les parents sur l'usage des écrans et surtout à les proposer de plus en plus jeunes. C'est ça le problème, parce qu'un enfant, je ne peux pas entendre qu'un enfant de 6 mois demande à sa maman ou à son papa qu'on lui donne une tablette. Je ne peux pas l'entendre, ça. C'est bien que, au demeurant, au départ, c'est bien le parent qui a proposé cette activité en fait aux enfants. C'est pas lui qui s'est levé un matin en disant ouais, là je regarderais bien une petite application là. Non, c'est ça. Donc ça fait réfléchir aussi à notre propre usage des écrans. Savez-vous à peu près combien de fois on regarde notre téléphone portable par jour? Alors le nombre de fois, après pas forcément toutes les minutes, mais le nombre de fois dans une journée. Comment? C'est 350 fois. Voilà, à peu près. 350 fois. Donc, imaginons, on reprend
on essaye de s'imaginer, nous, en tant que parents, en train de regarder notre portable, notre portable autant de fois par jour. Qu'est-ce qui peut se passer après ? On n'a pas le temps de jouer avec son enfant. Ouais. C'est surtout qu'il nous doit faire. Alors, je vais noter parce qu'après, il va falloir que je revienne là-dessus. Et on va se coucher à 3h30 du matin. Donc, on a parlé donc, du jouer. Vous aviez dit, qu'est-ce que vous aviez dit d'autre ? La notion de modèle. Ouais. Alors, il y a eu je rebondis tout de suite là-dessus, il y a eu un sondage fait par AVG, vous savez, l'antivirus, c'était en 2016, je crois, où il y avait 43% des enfants qui pensaient que leurs parents, en fait, qu'ils n'étaient pas importants aux yeux de leurs parents parce qu'ils passaient leur temps sur leur téléphone. Oui. Ah oui. Toujours c'est une moyenne, hein. Tout confondu. Tout confondu. Après, là, c'est gentil, ça me permet de faire une précision par rapport à ça. C'est que, là, je vous parle de choses globales, hein, aussi bien de l'écran de travail et l'écran de divertissement. Ce que j'ai vraiment abordé jusque maintenant, on est vraiment sur l'écran divertissement. D'accord ? Non, mais c'est important parce que du coup, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que vous êtes estomaqué, un petit peu. Rien ne m'étonne, mais quand même. C'est absolument énorme. Donc, on reprend, jouer, qu'on n'est pas le modèle, que les enfants ont l'impression d'avoir moins d'importance aux yeux de leurs parents. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Interrupte, tout à fait. Le stress, oui, tout à fait. Maintenant, si on essaye de reprendre un petit peu tout ça, peut-être qu'on repasse par le modèle. À quel moment, à partir de quand, sommes-nous un modèle pour nos... Enfin, qu'il soit bon ou pas bon, hein. On est bien d'accord. Hein. Mais à quel moment, ça commence quand ? Comment ? À la naissance. Ouais. Comment ça se passe, ça ? Donc les émotions, oui, le regard. Nous, on appelle ça l'attention conjointe. Parce qu'au départ, un enfant, quand il arrive au monde, bon, il faisait déjà partie de notre vie, mais voilà, on l'a accompagné, on se posait des questions de comment il allait être et tout ça. Puis après, il arrive au monde. Et la première chose, normalement, qu'on fait, si on se regarde, quoi. On se regarde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un appel des obstétriciens de Suisse, de Genève, qui ont lancé une alerte en disant... Dans les salles d'accouchement, maintenant, la première chose que font les parents, c'est prendre en photo les bébés avant de les prendre dans les bras. C'est au niveau de la temporalité que ça joue. Après, prendre en photo, on a toujours pris en photo les enfants. Mais c'est au niveau de la temporalité que ça se joue. C'est-à-dire que, première chose, c'est on prend en photo, mais on ne se rencontre pas réellement. Et donc, ils ont fait une petite alerte. Donc, on peut se dire, ben voilà, finalement, dès la naissance, ça commence à s'interférer dès le départ. Dès le départ, puisque à des conduites naturelles viennent s'interposer en fait nos écrans. Donc, première chose, vous avez parlé de l'attention. Cette attention, quand elle se fait normalement, on regarde notre enfant. Quel est le moment privilégié pour regarder notre enfant ?
Je m'inclus, hein, bien évidemment. À la naissance, ou voilà, quand ils sont vraiment nourrissons, en fait. Exactement, les soins et au niveau des repas. Donc on les regarde, on les accueille. Enfin, vraiment, c'est les yeux miroirs de la maman. Ils sont là, ils nous mangent, nous on les mange du regard et tout ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de maternités qui sont équipées de télé, donc ça c'est voilà. Et maintenant, il y a beaucoup de mamans qui viennent aussi avec leurs ordinateurs, qui regardent leur smartphone. Et qu'est-ce que ça fait, ça? On parle vraiment des premiers jours de vie, quoi. Hein. Il n'y a plus de contact visuel, donc il n'y a plus cette attention conjointe. Et qu'est-ce que ça va faire, du coup? Il y a beaucoup moins de communication. Parce qu'un enfant, on va le regarder une fois, on va le regarder 2 fois, on va le regarder 3 fois. Ce sont des routines pour lui. Donc il va attendre un moment qu'on le regarde. Si on le regarde 1 fois, 2 fois, et au bout d'un moment, on détourne le regard, l'enfant va détourner à son tour son regard. Donc, il va décrocher, en fait, de la communication. Le langage, les apprentissages commencent là. Si nous n'avons pas cette attention, si nous n'avons pas ce plaisir d'être ensemble et de se regarder tous les 2, ou même tous les 3, ça compromet la communication. Si ça compromet la communication, ça compromet le langage. Si ça compromet le langage, ça compromet les apprentissages. Donc, ça, forcément, ça pose question. On se dit, bah oui, donc là, première chose, l'attention. Si l'attention se passe plutôt pas trop mal, qu'est-ce qu'elle permet? On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Quand on parlait du modèle. S'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'imitation. S'il n'y a pas d'imitation, je vais prendre un exemple. Le bébé, vers 3-4 mois, 5 mois, qui fait il est sur le dos, sur sa table allongée, puis avec ses pattes là, puis là nous, ah, tu veux dire maman? L'enfant qui, au départ, lui, n'avait pas du tout prévu de dire ça. Hein. Lui, il voulait juste s'exercer au niveau un petit peu de tous ses muscles, de sa langue et tout ça, de ses joues. Et ben, il va regarder, puis il va faire « maman, maman ». Et là, nous allons interpréter, au départ, des sons comme des mots. Donc, nous installons l'enfant, de par cette attention conjointe et cette imitation, on installe l'enfant dans son statut d'interlocuteur, dans son statut de communicant et surtout dans son statut d'enfant compreneur. C'est-à-dire que dès qu'il est arrivé à la naissance, on l'installe dans ses capacités de comprendre ce qu'on est en train de dire et qu'il est important. Donc cette notion d'imitation, elle continue, elle s'enrichit et l'enfant va être à l'initiative de ça. Mais ça demande du temps. Donc, plus nous allons, nous, être sur nos portables, sur toutes nos sollicitations d'écran, il peut se passer des micro-coupures, des micro-traumatismes qui, du coup, nous éloignent en fait, de cet enfant et on va être moins dans l'interaction et dans la communication avec lui. Après, pour les enfants plus grands, à partir de 10 mois, comment ça va se manifester? Qu'est-ce qu'ils font? Alors là, on se dit, on n'est pas encore dans le langage, hein, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, s'ils ne sont pas dans le langage, ils ne peuvent pas parler, Carole. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gestes. Au revoir. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'intégrer en fait tous les codes sociaux. Oui. Et puis même avant les gestes, encore un tout petit peu avant.
Ah, voilà, au niveau moteur. Ouais, alors là, je suis moins calée au niveau moteur. Mais bien sûr, oui. Et ça va participer à quoi? On le garde en tête et on l'abordera quand on parlera de jouer. D'accord? Il va commencer à pointer, cet enfant. Et comment ça arrive, ça? Ça arrive, pareil, un matin et pouf. Parce qu'il veut quelque chose. Mais ça vient d'où? Souvenez-vous, quand ils sont dans la poussette, puis on est là, à montrer les crottes de chiens, les chiens, les voitures, les arbres, et puis on est là. Tu vois, regarde, tu vois, est-ce que tu vois ça? Ça, c'est très important pour une chose. C'est-à-dire que l'enfant, il comprend que s'il veut quelque chose, pointer, ça sert à ça. Donc, on est vraiment dans l'aspect fonctionnel et dans la communication. Il a fait cette expérience que, à chaque fois qu'elle me montre un truc, à chaque fois qu'elle voit quelque chose, elle veut partager quelque chose avec moi, elle me montre. Donc, moi, je vais faire la même chose. Au départ, vous avez raison, c'est pour demander quelque chose. L'enfant va pointer, il va regarder, et c'est nous dire, voilà, moi, je veux ça. On comprend. Après, c'est je pointe et je te regarde. Ce qui n'a pas du tout la même valeur, puisque c'est « je veux ça, est-ce que tu peux me le donner s'il te plaît ?» Étape absolument nécessaire pour rentrer dans le langage. Ce sont des étapes prélinguistiques. Si nous n'avons pas ça, ça devient très très compliqué de rentrer dans le langage. À partir de 10-12 mois. Et puis, pendant tout ce temps-là, parce qu'à peu près l'apparition des premiers mots, papa, maman, c'est à peu près 12 mois. Nous, en tant qu'orthophonistes, les premiers mots en tant que tels sont des mots de choses, pas papa, maman, qui font vraiment appel à quelque chose d'affectif. Et pendant tout ça, donc là j'ai fait un raccourci du développement du langage. Qu'est-ce qui s'invite aussi dans la vie des bébés? Si on parle du jeu, par exemple. Il y a des amis, il y a d'autres enfants, tout à fait. Donc pour l'aspect socialisation, négociation, de pouvoir s'écouter les uns les autres, pouvoir négocier. Moi je veux ça, mais moi je veux pas. Le partage, il y a tout ça aussi. Et avec quoi joue-t-on? Avec le doudou. Ouais, un doudou, c'est quoi? C'est le confident, c'est l'ami, oui. Il rassure, tout à fait. Autre chose? Oui, mais parce que lui, il a des fois aussi les enfants, avant de vraiment parler distinctement, ils investissent le langage. Je vois que tout le monde fait ça, donc ils nous imitent. Mais ça ne veut absolument rien dire, on est bien d'accord, mais pour eux, c'est hyper important. On sent quand même qu'il y a toute l'intention. Donc après, c'est tous les les mimiques et puis le langage non verbal. Là, on se dit oh là là, mais alors là, ils se positionnent, on voit bien. Et puis les doudous quand ils sont attablés, ils ont pas le droit de rire, quoi. Ils sont là, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Donc effectivement, nous avons ça. Et quoi d'autre? Comment? Les livres. Oui. Oui, madame. Exactement. Tous les jouets d'éveil. Pourquoi est-ce que les objets sont importants dans la vie de l'enfant? Question numéro 48. Alors, focaliser une attention. Manipuler pour apprendre par lui-même. Est-ce que vous pouvez développer, madame? Vous le faites très bien. Des jouets, merci. En laissant accessibles des jouets susceptibles de l'intéresser, on provoque des actions de l'enfant, des réactions et des manifestations, et c'est ce qui le fait grandir et évoluer. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Parce que
voilà, je vous pose cette question-là parce que grâce aux objets, il y a quelque chose qui va se construire et qui est au carrefour de tout le langage et de tous les apprentissages. C'est essayer, réussir, rater. Rater avant d'avoir réussi. Ça, d'accord. Tâtonner. Les essais-erreurs. Oui. La persévérance. Oui. Et puis, est-ce que vous pouvez avoir une idée en tête d'un enfant qui joue ? Un petit, qu'est-ce qu'il va faire avec ? Il teste tout. Oui. Il voit si ça casse ou pas, mais qu'est-ce qu'il est en train... Là, il est en train de faire... Il met dans sa bouche. Par quoi je vais commencer ? Je vais commencer par la bouche au niveau chronologique, c'est plus facile. Il met tout dans sa bouche. Et pourquoi est-ce que c'est important de tout mettre dans sa bouche ? C'est un moyen d'explorer le monde, exactement, de comprendre, d'avoir ce que j'aime pas, ce qui peut se mettre dans la bouche, ce qui se met pas dans la bouche. Et puis ça permet aussi de prendre conscience de tout ce qu'on a dans la bouche. Une langue, des lèvres, des dents. Donc là, l'enfant, c'est son tapis des jeux, quoi. C'est son tapis d'éveil. La bouche est très très importante parce qu'elle va permettre tout ça. Et après, elle va permettre aussi à l'enfant de développer son langage et son articulation. Donc là, on est quelque chose sur très, on va dire, automatique, hein, mais c'est fondamental. Et pour faire le pont avec les enfants que je peux voir, j'ai beaucoup d'enfants qui ne mettent rien dans la bouche. Et que quand je commence à jouer avec eux et que je leur propose des sollicitations comme celle-là, commencent à reprendre des étapes en fait, de développement qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils étaient devant les écrans. Parce que les écrans, ça intervient au niveau de la relation, au niveau de la communication, au niveau de l'interaction, mais ça joue aussi sur le jeu de l'enfant. Un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant qui ne met pas en bouche. C'est un enfant, comme vous l'avez dit, madame, qui ne découvre pas le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on met derrière découvrir le monde ? Comprendre ? Ouais. Le raisonnement, oui, tout à fait. Découvrir les textures. Il y a certains sentiments, certaines sensations que l'écran ne fournit pas. Ne peut pas remplacer. Parce que l'enfant, pour se construire, il a besoin de l'intégralité de ses sens. Ça va être l'ouïe, ça va être le toucher, ça va être tout ça. Il a besoin de son corps en entier. Un enfant qui reste dès le plus jeune âge dans un transat, par terre ou tout en devant un écran quel qu'il soit, il est privé de ses expériences corporelles. Il est privé de ses expériences sensorielles qui vont être son premier pas dans la compréhension du monde. Et c'est sa façon à lui, dans un premier temps, de catégoriser ce qui va se passer. Déjà de voir, d'éprouver les choses et après de pouvoir commencer à dire bon bah tiens ça se met en bouche, ça se met pas en bouche, ah ça roule pas. Et puis après une fois qu'il a découvert tout ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que là on est sur du tout petit, mais un petit peu plus tard, ils vont commencer à prendre les objets, à les jeter. L'exemple universel de la petite cuillère qui tombe de la chaise haute. Donc l'enfant, au tout départ, lui il découvre, c'est son moment, voilà, donc il prend la cuillère et puis bon, comme il est encore un petit peu malhabile, il le fait tomber. Bon. Puis qu'est-ce qu'il voit ? Papa ou maman ou d'autres personnes qui descendent et on lui redonne. Ah, tu as fait tomber ta cuillère. Puis après, il regarde, il refait tomber. Nous, on va le chercher, on la remonte. Oh, bah t'as encore fait tomber ta cuillère.
Et au bout d'un moment, ça peut faire 3, 4, 5 fois, hein, et au bout d'un moment, il va vraiment regarder, il va attendre le résultat. Au départ, c'est complètement fortuit cette histoire, hein. C'est complètement le hasard, elle tombe, pouf. Puis après, ils vont commencer à regarder, puis il va se dire, oh, bah dis donc, ça tombe à chaque fois ce truc-là. Oh, c'est chouette. Et puis après, donc du coup, il anticipe le fait que ça tombe. Et autre chose encore, c'est qu'après, il va anticiper le fait, il va nous regarder, il va nous dire, je suis sûre qu'elle va dire quelque chose. Mais est-ce qu'elle va dire toujours la même chose? Vous voyez, c'est tout ça, en fait, qui se passe dans la répétition. L'enfant, pour se construire, a aussi besoin de répétition. Il a besoin d'action qu'il va refaire sur les mêmes objets, et puis après, qu'il va faire sur différents objets. Et donc, du coup, il va construire comme ça tout son éventail d'actions, et il va comprendre que c'est lui qui agit le monde. Et ce n'est pas le monde qui s'impose à lui, c'est lui qui agit tout ce qui se passe. Et il va élaborer des lois. Ça va être des lois absolument fondamentales pour après, puisque quand il aura un projet, il saura exactement quel fil tirer pour arriver à son but. Et là, à ce moment-là, il va être dans l'imagination. Il va passer de l'imitation immédiate, donc quand il est en présence avec nous. Après, il va faire ça quand on n'est pas là, donc en dehors de notre modèle. Et après, il va vraiment détourner un petit peu tout ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction symbolique. Ou le jeu symbolique. Le jeu symbolique n'étant pas le jeu du faire semblant. C'est une étape. Donc donner à manger, faire la dînette, faire semblant, aller le docteur et tout ça. Ça, c'est du jeu de faire semblant qui est fondamental, mais qui n'est pas suffisant. Un enfant qui est vraiment bien, qui va être vraiment dans le langage, doit pouvoir détourner les objets, c'est-à-dire prendre des boîtes à chaussures, en faire des skis, prendre un couvercle de Nesquik, pardon pour la pub, voilà, bon. Prendre un couvercle de n'importe quoi et dire que c'est un téléphone ou que c'est une télécommande, là nous sommes dans le jeu symbolique. Et du coup, pourquoi est-ce que cette fonction symbolique est si importante pour nous les orthophonistes? Sans cette fonction symbolique, nous ne sommes pas dans le langage. Le langage est un symbole, c'est une représentation. Là, je vous parle de choses qui n'existent pas sous mes yeux, tout de suite là, immédiatement. Ah non, tout ce que je vous dis là, bah non, je vous parle d'un bébé, on n'en voit pas un là. Cette fonction symbolique, ça permet aussi de parler des choses en leur absence. Qu'est-ce que c'est que les apprentissages? Est-ce qu'on parle de la réalité en permanence dans les apprentissages? C'est fondamentalement une construction des représentations qui sont mentales. Donc, un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant qui ne va pas forcément entrer de façon aisée dans le symbolique, et c'est un enfant qui va avoir énormément de mal après à comprendre que ça soit les maths, que ça soit la lecture, que ça soit la compréhension, que ça soit tous ces apprentissages-là qui nécessitent de maîtriser déjà un code, mais aussi qui nécessitent de maîtriser tout ce qui n'est pas dit, les déductions, tout l'implicite. Donc plus les écrans sont donnés, sont proposés de bonne heure, plus ils vont empêcher en fait l'enfant de rentrer dans toutes ces fonctions en fait du langage. Donc là, ouais, là d'accord quoi. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu problématique. Maintenant, le jeu, ça pourrait servir à quoi d'autre encore? C'est déjà quand même énorme. Eh ouais. Le plaisir. Le plaisir à faire quoi? Vous pensez à quoi quand vous parlez du plaisir? Le plaisir pur et simple d'être heureux, d'être bien, de sourire, de rire, de jouer. Enfin. Plaisir d'apprendre.
d'apprendre tout seul, sans découvrir, ouais, ok, sans qu'on ait besoin sans qu'il y ait de règles en fait. Hein? Donc là, on est sur le jeu vraiment libre. Et c'est seulement le jeu libre qui permet l'imagination. Parce qu'à partir du moment où c'est dirigé, on bride un petit peu les choses. Après, ça peut être un contexte pour imaginer, mais le jeu libre. À votre avis, les écrans, qu'est-ce qui est dans la vie d'un enfant actuellement en 2018 ? Qu'est-ce qui est plus la part en fait de ce jeu libre et des écrans, laquelle est la plus importante ? Je ne sais pas si la proportion de jeux libres est importante, mais en tout cas, la proportion de jeux cadrés ou qui ne sont pas nécessairement des écrans est importante. Bien. On a tendance à établir beaucoup de règles sans pour autant être aussi restreint. Mais là, on parle vraiment par du les tout écrans. petit. Oui, Où la part du jeu libre est très importante. Et après, plus l'enfant va grandir, plus on va instaurer, nous, des jeux à règles et tout ça. Là, vraiment, on parle vraiment du tout petit, quoi. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre ? Madame ? Oui. Quand les écrans sont trop présents, le jeu libre perd en... Oui. Donc ça pose la question de la variété. Est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit de manger tout le temps du chocolat, même si on aimerait bien ? Est-ce qu'on mange toujours la même chose ? Comment ? On varie. On varie pour notre corps. Le jeu varié, c'est la nourriture. De quoi alors ? Ouais, le cerveau. Ouais. Le jeu varié, c'est ça. On mange varié, l'enfant doit jouer varié. Et du coup, trop d'écran, parce que là, je ne suis pas en train de vous dire, non, il ne faut pas du tout d'écran, non. Voilà. À votre avis, vers quel âge est-ce que vous avez été au courant de la grande nouveauté du carnet de santé qui est sorti en avril ? Alors, pas sur les temps de c'est pas des recommandations sur les temps d'exposition, par contre, c'est l'âge, normalement. Oui, non. Donc 0 à 3 ans, rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À 6 et puis plus tard. Ouais, c'est la règle des 3-6. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qui est très nouveau. Les jeux vidéo. Il y a eu les jeux vidéo, mais il y a encore quelque chose chez le tout petit. Encore. Pas d'écran avant 3 ans, c'est sûr. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Parce que ça, on en a beaucoup. Et puis aussi, pas de télé allumée en fond sonore. Ce qu'on appelle l'exposition passive. Donc ça, ce sont les mesures phares en fait, du nouveau carnet de santé, qui font référence, qui se sont aussi beaucoup inspirés de ce que Sabine Duflot, elle a fait une interprétation, une interprétation en fait des recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie, et ça s'appelle les 4 pas. Pas d'écran le matin avant de partir à l'école, parce que notre cerveau, il a une batterie, une capacité d'attention, et déjà un quart d'heure ou 20 minutes pour un enfant de 2 ans ou de 3 ans, juste avant de partir à l'école, ça lui grille déjà une partie de ses capacités attentionnelles, qu'il va devoir mobiliser après pour ses apprentissages. Pas d'écran le midi.
Bon, non, n'importe quoi, pas d'écran pendant les repas, parce que c'est un moment convivial où on échange, où on peut anticiper. Pas d'écran le soir avant de dormir pour des difficultés d'endormissement et puis prolonger ce temps justement où les enfants vont pouvoir rentrer dans le sommeil. Et puis pas d'écran dans la chambre, parce que là on n'a absolument aucun contrôle sur le temps qu'ils peuvent regarder les écrans et aussi sur les contenus. Voilà, j'ai pas eu le temps de parler encore des contenus, mais voilà, mais les contenus des écrans, c'est très, très, très important. Après, il y a beaucoup de parents qui disent bah non, je ne sais pas ce qu'ils regardent. Donc voilà, peut-être une des premières règles, c'est de regarder ensemble, et même vous, pour les plus petits, à partir de 3 ans et demi, 4 ans, de regarder peut-être avant ce que vous allez leur proposer, quoi. Hein ? Et puis, voilà, les 4 pas de Sabine Duflot pour les moments en fait, d'utilisation des écrans. Après, est-ce que vous avez une petite idée à partir de 3 ans et demi, les temps d'écran par jour? Oui, excusez-moi, oui, parce que je suis dans ma tête, moi. Donc, oui, à peu près combien d'écrans par jour? Comment? 10 minutes? Oui, après, tout à fait. Ouais. Normalement, les recommandations, maintenant qui sont reprises par l'association de pédiatrie, enfin voilà, maintenant il y a quand même un consensus. Sauf l'Académie de pédiatrie, elle, c'est pas d'écran avant 2 ans. Donc là, c'est un peu, on titille. Voilà, ça se joue entre 2 ans et 3 ans. Mais après, combien de temps à partir de 3 ans? Et c'est un âge complètement arbitraire, on est d'accord, hein. Mais bon, après se pose la question d'interdiction. Est-ce qu'il faut interdire fermement ou pas? Donc dans les faits, un enfant qui va plutôt bien à 2 ans et demi, on peut regarder un petit dessin animé avec lui, accompagné, en reprenant, en décodant le contenu, reprendre. Bah oui, pourquoi pas? Mais après, il y a certaines familles qui ont aussi besoin d'entendre une règle, quoi. Parce que sinon, après, on est aussi un peu paumé. Donc, bien sûr, ce sont des recommandations, des conseils. Après, après c'est le bon sens, j'ai envie de dire. Et il ne faut pas oublier notre bon sens de parents, quoi. On voit bien quand ça va, quand ça ne va pas, voilà. Donc, avoir des informations sur des recommandations, pas de souci. Mais après, c'est le bon sens aussi qui doit reprendre un peu le pas. Donc pour 3 ans, normalement, c'est pas plus que de 20 minutes par jour et toujours accompagné de quelqu'un. Jamais laisser son enfant seul. À partir de 4-5 ans, ça peut monter par 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Ah oui, mais là, on est sur les recommandations. Oui. Ah oui. 4-5 ans, et à partir de 6 ans jusqu'à 10-12 ans, c'est pas plus d'1 heure et demie. Donc il n'y a pas trop de fourchette. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande étude qui vient d'être publiée dans un journal scientifique anglais qui s'appelle Lancet, une étude sur 11 000 enfants de 8 à 12 ans et qui montre en fait un impact sur le QI à partir de plus de 2 heures d'exposition aux écrans par jour. Elle est tombée la semaine dernière. C'est-à-dire qu'un enfant qui regarde plus de 2 heures d'écran par jour peut avoir une incidence sur son fonctionnement cognitif, donc son intelligence, donc des répercussions sur les apprentissages scolaires. Oui, madame. Comment? Oui, il y a une grande part d'inné, si ce n'est quasi tout. Alors, je peux essayer de répondre. Après, voilà. Nous avons un câblage, d'accord, de neurones, hein, bien sûr, qui vont plus ou moins s'exprimer avec l'environnement. Et ça fait appel à la plasticité cérébrale. Là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau mondial, il y a une baisse générale, en fait, mondiale du QI.
sont invoqués les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les hormones de croissance et tout ça. Donc ça, c'est clairement établi. Mais parce que l'environnement vient perturber, en fait, aussi tout notre héritage, tout notre génome. D'accord ? Et là, pour la première fois, les écrans sont apparus comme des perturbateurs, en fait, de notre fonctionnement cognitif. C'est quelque chose que nous, voilà, on vient juste de démontrer. En fait, ça n'avait jamais été fait. D'autre part, une autre étude, c'est la cohorte ELF, donc c'est une étude longitudinale des enfants qui sont suivis pendant plusieurs années. Ils se sont intéressés aux écrans chez les tout-petits. Et donc il y a 40% des enfants de 2 ans qui passent plus d'1 heure par jour. 40%. Il y a 30% qui utilisent le portable tous les jours et 20% qui utilisent de façon épisodique et 20% qui utilisent la tablette et 10% tous les jours et 10% qui l'utilisent de temps en temps. Par contre, il y a quelque chose moi, qui m'a effrayée, c'est que pour 96% de ces enfants, la première exposition est avant 18 mois. Donc, les recommandations, il faudrait que ça passe, quoi. La première exposition, c'est avant 18 mois pour arriver déjà à une consommation d'écran aussi élevée. Donc forcément, on a besoin, je pense qu'on a besoin d'encadrer. On a besoin d'encadrer. Mais après, c'est... Nous, on informe, il y a des recommandations, mais après, le parent fait ce qu'il veut, quoi. Le parent fait ce qu'il veut. Madame ? Non ? Oui. Je remarque parce que il y a un an, après. j'ai essayé de faire garder mon fils par une assistante maternelle. Et j'étais passée par ici pour rencontrer les assistantes maternelles. Et mon test, voilà, je posais la question, comment ça se passe pendant la garde, est-ce qu'il y a la télé en fond La réponse unanime, non, il n'y a pas de télé. Je dis d'accord, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a comme activité ? Et il y en a une qui m'a sorti, s'il veut, il avait 9 mois, s'il veut, pour écouter de la musique, oui, je lui parlais de musique, est-ce que vous faites écouter la musique ? S'il veut, pour écouter la musique, j'ai mon smartphone. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas prise, parce que je me suis dit, c'est facile, quoi. Moi, à 9 mois, un enfant, il ne réclame pas un smartphone. Non seulement il ne réclame pas un smartphone... Ce que je veux dire, c'est que il faudrait aussi en parler aux parents, mais aussi à ceux qui gardent, parce que bien sûr. Je crois que j'ai l'impression que, comme ce n'est pas leurs enfants, voilà, mais... Bien c'est sûr. aussi le milieu professionnel. Alors après, le problème des écrans se pose de plus en plus dans le cadre de la toute petite enfance. Voilà, c'est évident. Après, on essaie de travailler avec les réseaux d'assistantes maternelles, on essaie de travailler avec les crèches et tout ça, mais on ne peut pas le faire de façon... Voilà. Non, mais c'est juste pour dire que, bien sûr, nous, on essaye. Parce que c'est aussi fondamental. Parce que, clairement, on ne se dit pas... c'est super, quoi, de donner... Sauf que il y a eu l'Académie des sciences qui a rendu un rapport en 2013 où les experts, Olivier Houdet, Monsieur Serge Tisseron et tout ça, ont dit qu'on pouvait utiliser une tablette à partir de 6 mois parce qu'elle était le plus proche de l'intelligence des enfants si c'est accompagné, quoi. Donc après, des commissions d'experts de cet ordre-là publient des recommandations qui sont relayées après par tout le monde, et après les parents sont paumés. Après, il faut savoir aussi qui sont dans ces commissions, parce qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts avec les liens du numérique. Voilà. Donc, une fois qu'on le sait, on dit voilà, forcément, voilà. Pardon, merci. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que professionnel, des recommandations de Serge Tisseron ? Elles ont l'immense
avantage, c'est d'avoir été les premières en fait diffusées et médiatisées. Monsieur Tisseron est un personnage médiatique, donc il y a eu cet impact-là. Après, dans l'absolu, moi je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Ce qui maintenant est peut-être à mon sens un petit peu désuet, c'est que la gestion des écrans doit être absolument familiale. Et que là, on va parler des enfants comme s'il y avait chaque enfant un écran particulier. Là maintenant, on doit se mettre dedans, quoi. Les parents doivent être inclus dans l'usage en fait des écrans. Et maintenant, c'est des temps de déconnexion qu'il va falloir faire. Bien sûr, au niveau des contenus, au niveau des consoles, au niveau de l'Internet, ça reste valable, mais ce n'est plus suffisant, puisqu'on doit s'inclure là-dedans. J'ai une question par rapport aux familles comme nous qui n'ont pas la langue maternelle française. Oui. On se posait qu'en exposant les enfants aux petites vidéos adaptées aux enfants, est-ce qu'ils parlent pour parler mieux français sans accent? C'est ça, c'est des dessins animés et des vidéos françaises. Hein. C'est oui, ça, c'est la question, c'est ça, pour qu'ils apprennent à parler en fait le français, parce qu'ils sont à l'aise dans leur langue maternelle, j'imagine. Voilà, d'accord. Première chose. Un enfant n'apprend à parler que si on s'adresse à lui. Ce n'est pas le fait d'entendre la radio, d'écouter la radio, ou d'entendre un dessin animé. Il va capter, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va capter des mots, mais cette envie de communication et la maîtrise vraiment de la langue ne passe que si on regarde l'enfant, on s'adresse à lui, on va décoder toutes ses mimiques. Donc, peut-être à ce moment-là, inviter des copains à la maison, aller au parc, ludothèque, médiathèque, que les enfants soient en contact avec d'autres enfants qui parlent cette langue-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? C'est l'interaction avec une autre personne, le fait de discuter même si on ne se comprend pas, qui va faire relier un mot à un sens, à une demande, ce que l'écran ne pourra jamais faire. Un écran, lui, il va dire les mêmes choses, quel que soit l'individu qui va être en face de lui. Nous, en tant qu'êtres humains, notre spécificité, ça va être de décoder le moindre indice, de mettre du sens sur absolument tout ce qui va se passer. C'est l'interaction humaine qui permet à l'enfant d'apprendre, de tout apprendre. Comme médiateur, comme moteur, mais c'est ça, quoi. C'est l'échange verbal, en fait. C'est l'échange verbal, mais pas que verbal, visuel non verbal. Et verbal. Voilà, c'est vraiment l'interaction, quoi, les interactions. J'ai une question par rapport au temps d'exposition sur les recommandations. Par exemple, vous aviez dit pour les enfants de 3 ans, 20 minutes par jour. Ouais. Moi, je pense peut-être à tort, mais ça m'embêterait de me dire, par exemple, ils regardent chaque jour 20 minutes. Je me dis qu'il vaut mieux ne pas ritualiser l'écran. On est tout à fait... Je n'ai pas dit mettez-les tous les jours. Non, bien sûr. Non, tout ça pour dire que, par exemple, est-ce que c'est moins mal ou moins embêtant qu'un enfant regarde, par exemple, le week-end un film, plutôt que ou est-ce que c'est pareil s'il regarde des petits morceaux C'est pas pareil, parce que comme vous l'avez bien décrit, si on commence à mettre un certain rituel, ça va être beaucoup plus difficile de sortir de ce rituel-là. Et donc, du coup, peut-être voir apparaître des comportements d'addiction. C'est pour ça que le fait de mettre des moyennes, moi, ça me dérange en me disant, un parent qui lit recommandation 20 minutes par jour, s'il met son enfant devant la télé 20 minutes par jour, par exemple, il pourra croire que c'est pas si mal que ça, alors qu'en fait, j'ai tendance à dire qu'on le rend plus ou moins addict à ce petit rendez-vous avec la télé. Exactement, mais c'est une autre question. Parce que là, on va rentrer dans les systèmes de récompense au niveau du cerveau et tout ça. Donc là, on est vraiment sur une autre question. Mais n'empêche que, s'ils en sont arrivés à établir un temps moyen quotidien, c'est il faut que ça réponde à la majeure partie en fait, des familles. Vous voyez ? Après, bien sûr...
moi, ce que je trouverais absolument idéal, c'est de, voilà, pour les enfants, quand il n'y a pas d'école, rien, quoi. Et puis après, forcément, le week-end, on se fait un film en famille ou quelque chose. Après, plus l'enfant grandit, et ça peut être un usage un peu quotidien. Mais effectivement, attention. Mais on est obligé de parler de quelque chose qui fasse un petit peu consensus. Et j'avais une autre question parce que vous avez dit qu'il fallait que l'enfant soit accompagné quand il regarde. Oui. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la crainte du contenu qu'on lui propose ou par rapport au fait de participer? C'est parce que c'est une activité passive. Donc je voulais savoir en quoi c'était intéressant d'être avec lui. Nous, on a 4 enfants d'âge assez différents. Je ne mets absolument pas la même chose le week-end aux aînés qui regardent des films de grands par rapport aux 3e et même aux 4e qui ont des choses, si on met la télé, c'est des chambres, des espaces différents. Et on met un ordinateur pour les grands avec un DVD par exemple, et les petits ça va être un épisode, mais on ne peut pas se couper en 4 pour accompagner nos enfants. Bien évidemment, sauf que là je vous parle du tout petit. Donc c'est le tout petit. Et oui, c'est le tout petit. Après, je préfère me faire le super film avec les grands que Buzz l'éclair avec le petit en fait. Ah bah oui, mais au moins les premières fois, les premières fois, on est quand même un petit peu là. C'est un peu drôle, mais et surtout aussi pour de s'assurer de qu'est-ce que l'enfant a retiré de cette expérience-là d'écran. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a? Et du coup, ça devient un contexte, un prétexte, en fait, à l'échange. Le film en fait du petit. Comment? J'ai déjà vu avec les grands le film du petit. Ah oui, alors là, je comprends. Après, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à des recommandations pour les familles nombreuses à partir de 3 enfants. Ça, je vais en toucher. Eh ben oui, c'est vrai que c'est une gestion. Et après, j'ai envie de dire, voilà, c'est le bon sens, quoi. Vous avez trouvé ça qui est, qui correspond à votre famille et tout ça. Donc voilà, après, chacun est libre de trouver sa solution ou d'adapter, bien évidemment. Par rapport aux recommandations, est-ce que dans le livret, il est expliqué les causes, justement? Parce que si les parents comprennent pourquoi il est écrit ça, finalement, ils vont savoir reprendre des responsabilités et adapter. Si normalement, on leur dit tout juste, voilà, c'est pas plus de temps par jour, point. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur tête? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Bien sûr que ils vont être informés. Ouais. Donc il y a ce devoir d'information, mais dans la réalité, je ne sais pas. Je ne peux absolument pas vous répondre. Après, je pense que du coup, notamment pour là je vais parler vraiment du petit, ça devrait être les pédiatres qui parlent de ça, ça devrait être tous les acteurs en fait de la petite enfance qui doivent aussi informer là-dessus. Et ça devient de plus en plus le cas. Maintenant, j'ai de plus en plus d'enfants qui arrivent avec leur famille. Ils me disent on a entendu que. Mais c'est vrai, des fois on dit oui, les écrans, il faut les limiter, il faut les maîtriser, mais on ne sait pas pourquoi. Donc effectivement, de pouvoir informer, de dire voilà, il y a des répercussions sur l'attention, il y a des répercussions sur les troubles du langage, sur le langage, il y a des répercussions sur l'activité physique. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Un spot, si vous devez regarder un spot qui résume un petit peu aussi pas mal de choses, c'est le spot de la Fédération française de cardiologie. Je ne sais pas si elle est passée sur les antennes. Je sais pas, au moins à la télé, où on voit en fait des enfants qui font du roller, qui font du skate et qui tombent, voilà. Et la dernière image, c'est un enfant qui est devant la télé avec une manette, et ils disent l'enfant qui est le plus en danger n'est pas celui qui tombe. Il faut savoir qu'il y a une perte de, je ne sais plus en combien d'années, je me souviens plus, j'ai regardé ça hier, il y a une perte des capacités cardiovasculaires de 30% chez les jeunes enfants, due à la sédentarité, et notamment par rapport aux écrans. Donc que ça soit les ophtalmos, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes de vision de loin,
parce que maintenant ils sont tout le temps comme ça, donc l'accommodation et donc la vue au loin n'est absolument pas sollicitée de la même façon. Les cardiologues, les obstétriciens, les orthophonistes, les médecins, ça commence à faire beaucoup de professionnels qui, avec leur propre prisme, se rendent compte quand même que voilà, la surexposition commence à poser problème en fait dans le développement global de l'enfant. Et c'est vrai que cette mobilisation, on a été reçu au Sénat l'année dernière, et il y a le premier projet de loi qui va être proposé par une élue, Catherine Morin-Desailly, où elle demande en fait que sur tout ce qui est tablette, soi-disant éducative ou des choses comme ça, soit indiqué que la surexposition aux écrans peut perturber le développement de l'enfant. C'est pas passé encore. Mais on aimerait bien. Récemment, ça devait être, enfin ces derniers mois, on a entendu parler aussi pas mal. Il y a eu des articles, dans des émissions qui parlaient d'un lien entre la surexposition aux écrans et l'autisme. Oui. Et est-ce que c'est vérifié, ou qu'est-ce que vous en pensez? C'est exagéré, ou c'est de la prévention, ou ça a été constaté? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on prend les signes, la classification des signes, en fait, des signes précurseurs de l'autisme, dans certains patients, on peut les retrouver. D'accord. Après, c'est ce que je disais au tout départ, le diagnostic, ce sont les médecins qui le font. D'accord. Toujours est-il que ça soit induit par les écrans ou pas, peu importe. La seule chose, moi, qui m'importe, c'est que la question des écrans soit posée par tous les professionnels. Comme critère d'exclusion, enfin, en fait, pour toutes les raisons qu'on a vues ensemble ce soir. Moi, je ne peux pas vous dire, c'est de l'autisme, j'en sais rien. Ça ressemble à l'autisme, ça c'est sûr. Mais, voilà. Je ne peux pas. Il n'y a pas d'études, parce que comme je vous ai dit, ces comportements-là, on les voit arriver depuis 5-6 ans. Et n'oubliez pas que les écrans mobiles, je pense, participent aussi à ça. Et que ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc du coup, l'artillerie en fait, de la recherche fondamentale n'est pas encore en route. Mais ça serait très intense, ça serait très intéressant, parce que beaucoup de cas dans le monde sont décrits. Quand la question des écrans a été posée. Si la question des écrans n'a jamais été posée, forcément, on ne peut dire non, il raconte n'importe quoi. Pour la question de l'autisme, quand l'étude avait été sortie, moi j'avais justement regardé un petit peu plus fouillé, et je crois qu'il y a un article de Serge Tisseron, justement. Donc, bon, oui, mais... en tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Qui refaisait un peu l'histoire de ces études scientifiques qui étaient parues sur l'autisme, sur les troubles autistiques, plus précisément que l'autisme, et qui venait d'une étude espagnole qui s'autocitait effectivement, et en fin de compte ça reposait sur rien. En revanche, ce qu'il raconte, c'est vraiment que ce que j'ai lu de Serge Tisseron, que j'informe ici, c'était que justement les enfants en fait ça avait rien à voir avec l'autisme, qui a une maladie avec des signes cliniques qui sont assez bien connus, mais c'était que les enfants, un peu comme, c'est exactement ce que vous avez expliqué tout à l'heure, que justement à force d'être exposés à des écrans, ils n'arrivaient plus à saisir les regards des gens, et du coup, de leurs parents, et du coup les émotions. Tout à fait. Et qu'ils n'arrivaient plus à l'école à communiquer, puisque comme ils avaient appris à la communication qu'à travers des écrans, et finalement ils l'ont pas apprise du coup. Voilà, ils n'ont pas appris. Ils l'ont pas construite en tout cas. Avec le comportement, avec les mimiques des gens, ils n'arrivent pas à comprendre ce que l'enfant en face veut. L'empathie. L'empathie. Est-ce qu'il veut jouer, ou est-ce qu'il veut... Ils prennent tout pour un comportement agressif, et à ce moment-là, ils se défendent. Et c'est ça qui faisait penser à des troubles autistiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi après, la définition aussi, c'est les intérêts restreints. Un enfant qui n'a fait que des écrans ne va pouvoir faire que des écrans.
C'est comme si on disait un enfant, ah bah voilà, il sait pas faire de vélo, alors qu'on lui a jamais appris à faire du vélo. Moi, c'est ça que je me dis. Mais la part de l'environnement là-dedans, je pense, surtout chez l'enfant et le développement cérébral, il y a une articulation entre tout ça, quoi. Si on ne fait pas l'expérience, si on ne fait pas cette proposition d'expérience, bien sûr que la fonction ne va pas se développer. Donc forcément, ça va avoir la couleur de. Mais se pose la question de l'expérience et de l'environnement de l'enfant. C'est pour ça que l'environnement de l'enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être varié. J'ai une question, parce que j'avais déjà entendu parler des troubles autistiques, mais du coup, je me pose une autre question. J'entends de plus en plus de parents qui parlent des dysfonctionnements d'apprentissage, les fameux enfants 10. Il y en a de plus en... Enfin, on en parle de plus en plus, en tout cas. Et je voulais savoir si, pour vous, il y avait un lien entre la surexposition des enfants et ces dysfonctionnements, ou c'était complètement autre chose? Moi, je pense qu'il peut y avoir une relation. Toujours le même raisonnement. Un enfant à qui on n'a jamais parlé peut avoir une absence totale de langage qui peut être caractérisée juste sur le plan neurologique comme une dysphasie. Voilà. Après, ce sont aussi des courants, le courant des neurosciences qui est absolument fondamental pour la compréhension du cerveau. Mais attention, la lecture ne doit pas être que neurologique. Voilà. L'articulation entre la neurologie et l'environnement, surtout pour comprendre l'enfant. On va bientôt s'arrêter. Il y a une dernière question. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question après. Oui, moi, je suis une maîtresse désespérée en maternelle. Ça fait 4-5 ans justement que j'ai vu mon métier complètement évoluer. Et justement, au début, j'appelais les personnes qui s'occupaient du handicap pour m'aiguiller un petit peu. Après, on a évidemment compris que c'était les écrans, avec tout ce que vous avez listé, c'est mon quotidien. Maintenant, quelles sont les pistes? Parce que moi, c'est un petit peu ça que j'attends. C'est qu'est-ce que je peux faire, moi personnellement, à part parler aux parents, expliquer quelles sont les pistes, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là? Parce que c'est compliqué quand on voit effectivement que nous, que ce soit les ATSEM, que ce soit certaines maîtresses, que ce soit effectivement... ça va être un peu notre combat aussi. Les cours de récréation, quand il y a de la pluie, ce sont les écrans immédiatement, et ça dans toutes les écoles, il faut le savoir. Voilà, à ce moment-là, il faut que les professionnels aussi s'y mettent. Et on attend justement des règles un peu venant des politiciens bien plus strictes. On coupe le portable. Moi, tous les matins, les parents ne me parlent pas, me disent même pas cantine goûter, à moi de me débrouiller, puis ils ont le portable et ils partent avec le portable. Les enfants voient ça, c'est un constat quotidien. Donc évidemment, on a tous ces troubles de langage. Je peux même plus parler aux enfants de façon collective, je dois les nommer. C'est une classe, c'est incroyable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en tant que professionnel de la petite enfance, en tant que tant que citoyen, à part parler aux parents, ça c'est fait. Je suis pas sûre que même m'écrire en dessous, comme le sucre, attention, ça peut rendre hyperactif, qu'on mette les écrans, ça peut vous faire des troubles de type autistique, ça va rien changer. Donc, est-ce qu'il va y avoir une avancée à ce niveau-là? On coupe les portables au collège, c'est bien, mais il faudrait le faire aussi à la maternelle. Comment vous dire, moi je prends un petit peu ce combat comme le tabagisme. Combien de temps il a fallu pour qu'on ne fume plus devant les enfants? Ça fait déjà 20 ans, 30 ans qu'ils regardent les écrans. Il y a des amendes maintenant. Non, mais il y a des amendes. Le gouvernement prévoit des amendes pour les familles qui mettent leurs enfants devant les écrans. C'est à Taïwan, je crois. Comment? Ah oui, mais après chaque pays... Non, c'est pour vous dire ce qui peut exister. J'espère qu'on ne va pas en venir là, parce que sinon c'est moche, mais... Oui. Oui. Maintenant, moi, les premiers, ils sont actuellement en CP. C'est désespérant, mais comment ça s'est passé dans les autres pays?
qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont devenus parce que moi, je ne sais même pas s'ils vont réussir un jour à réellement communiquer avec des gens. Enfin, je m'inquiète vraiment à ce niveau-là, quoi. Moi, sincèrement, moi, l'apparition du numérique, elle est arrivée à peu près en même temps pour tout le monde. Notre génération d'enfants-là, ce sont les premiers qui sont nés avec les portables. Nous, on n'est pas nés avec les portables. On l'a eu à 15 non, 20, mais 20 ça veut, ce que vous soulevez aussi est très important. Donc, ça veut dire que aussi, on est juste au tout départ. Mais là, je pense qu'on se revoit dans 10 ans et on en reparle. Parce que les premières générations du tout écran commencent à faire des enfants maintenant. Donc on commence à les voir arriver, quoi. Mais quand on voit le taux de pénétration des écrans dans les familles, on se pose la question, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Après, pour répondre clairement à votre question, si je savais, je vous le dirais. Moi, qu'est-ce que je fais? Après, je pense que faut y aller à notre petit niveau, peut-être, voilà, comme vous faites, continuer à sensibiliser, mais on est aussi face à des lobbying de dingue. De dingue. Mais bon, après, moi, voilà. Alors, pour reprendre peut-être sur les petits niveaux, il y a une petite brochure là, qui vous a été remise, une bibliographie qui est disponible à la médiathèque, donc du coup des ouvrages qui sont disponibles pour les parents. Vous pouvez les orienter vers la médiathèque et du coup c'est des professionnels qui peuvent accompagner avec des lectures de contes, voilà, donner envie aussi aux parents de se saisir d'autres choses. Alors pas forcément pour les maternelles ou en tout cas les toutes petites sections. Il y a un lieu d'accueil enfants-parents que certains connaissent peut-être, qui est à Saint-Maur et qui est un espace en fait pour les moins de 4 ans avec leurs parents. Et un espace de jeu, en fait, où les parents qui ne sont pas forcément à l'aise, parce qu'on ne l'a pas abordé là, mais dans la relation éducative à l'enfant, l'écran peut aussi être utilisé pour occuper l'enfant, pour l'apaiser quand il pleure, pour l'apaiser quand il est dans une salle d'attente, quand il est dans une file dans le magasin et qu'il crie, etc. Effectivement, sur les représentations de l'enfant, le besoin d'avoir un enfant sage devant les autres. Les écrans sont parfois utiles pour ça. Et le lieu d'accueil enfants-parents, c'est un espace où on joue avec son enfant. Et pour des parents pour qui c'est difficile, parce que c'est pas forcément dans la culture ou parce que c'est pas forcément facile d'être en relation avec son enfant, ça peut être aussi une orientation pour vous en tant que professionnel que de dire cet espace-là, c'est un espace de non-jugement, c'est un espace où on peut jouer avec son enfant et où on est en possibilité d'échanger avec d'autres parents, pour notamment aussi, vous disiez sur la langue, c'est aussi un espace où du coup les enfants peuvent apprendre le français quand ils ne sont pas francophones au sein de la maison, parce que du coup, quand on ne fait pas garder son enfant par quelqu'un de l'extérieur qui est francophone, ça peut être aussi un espace où on peut partager des moments avec d'autres personnes qui sont francophones. Donc il y a des petits outils comme ça. Il y a la brochure du lieu d'accueil enfants-parents est sur la table à la sortie si ça vous intéresse. Effectivement. Les ressources du territoire, en fait, sont absolument... Enfin, oui. Et après, il faut les connaître. Juste, il y a aussi, j'ai pas pensé, mais les PMI qui font des accueils-jeux. Oui. Voilà. Alors, c'est aussi une autre proposition et c'est aussi en présence des parents. Mais ça s'adresse aussi aux jeunes enfants. Après, je sais que dans certaines communes, il y a la maison des parents aussi. Il y a, après, c'est vrai qu'il faut voir au niveau de la commune qu'est-ce qui est proposé. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en tout cas proposées pour les plus petits. Pour les plus grands, je suis moins. Pour les moins de 4 ans, du coup, il y a tout ça. Pour les 6-10 ans, vous avez le programme du Point Écoute Famille qui vous a été remis. On fait des ateliers parents-enfants. Où du coup justement c'est aussi des moments de partage avec son enfant et c'est le moyen pour le parent aussi de faire des activités qui sortent un peu de l'ordinaire en étant je dirais entièrement pris en charge. Il n'y a pas de logistique apportée par le parent et donc du coup ça peut être aussi un moyen pour les parents de découvrir ce que savent faire leurs enfants, de rencontrer d'autres parents et de passer un moment agréable. Quand les enfants viennent chez vous, en combien de temps, en combien de séances vous arrivez sur les enfants de 3-4 ans, à, je vais pas dire redresser la situation, enfin, à aider ces enfants. Plus l'exposition a été précoce, moins j'ai de chance d'arriver à quelque chose de normal. Je suis très claire. Je suis très très claire.
si l'exposition a été intensive et précoce, avec les troubles qu'on a pu décrire, aussi bien sur le plan relationnel, sur le plan des interactions, mais aussi pour les raisons que je vous ai expliquées par rapport au jeu, quoi. Il y a des choses, la plasticité cérébrale existe, donc il y a une évolution, on peut toujours progresser, hein, ça c'est évident, mais par contre il y a quand même une explosion en fait des réseaux neuronaux entre 0 et 3 ans. Cette barrière-là, eh ben, c'est tout l'environnement que ça se passe, quoi. Donc nous, on peut essayer de compenser, on peut essayer de revenir sur des choses, mais de normaliser pour des cas extrêmes, on est d'accord, ça ne m'est jamais arrivé. Après, pour des choses un petit peu plus, un peu plus, on va dire, légères, parce qu'il existe aussi des choses un peu plus légères dans les cabinets d'orthophonie, on est d'accord. Là, on peut quand même normaliser comme des retards de parole, des retards de langage, il n'y a pas de souci, des troubles du raisonnement logico-mathématique. On peut compenser, il n'y a pas de souci. Là, moi, ma question, c'est chez le tout petit, quoi. Si ça n'a pas été fait tout petit, vraiment les premiers instants, les premières années de vie, je suis très très prudente et pour le coup, oui, je suis très inquiète. Et en plus, tout dépend de l'enfant que je vais avoir en face de moi. C'est des variables interindividuelles et puis de la famille. Je ne peux pas travailler tout seul. J'ai besoin d'inclure la famille. Donc voilà. Ben oui, mais on ne peut pas être. Voilà, nous, déjà, on informe, mais on ne peut pas, parce que ça fait aussi appel à l'éducation. Sauf que maintenant, le côté éducatif est en train d'impacter sur la santé de l'enfant. Donc là, c'est un enjeu de santé publique. Donc là, on est passé quand même à la vitesse supérieure. Mais bien évidemment, on ne pourra pas normaliser tout ça, quoi. Il y a toujours des parents, il y a toujours des familles qui seront OK, pas OK, et voilà. Il y a un enjeu complètement sociétal. Si les enfants, on est complètement d'accord. Il y a tout un contexte sociétal à revoir. Si les parents mettent autant leurs enfants devant des écrans, c'est parce qu'eux aussi ont un problème vis-à-vis des écrans et qu'ils ont besoin de ces écrans pour échapper à un quotidien qui peut être assez compliqué. Alors, c'est ce que j'allais dire. Dans tout, à chaque fois, il faut faire attention à ne pas culpabiliser les parents. Moi, je l'explique toujours par l'entrée un petit peu sociétale que j'ai pu faire tout à l'heure en disant « mais oui, mais vous voulez bien faire ». Quel parent dirait « oh là là, j'ai envie de flinguer mon môme, quoi ». Bah non. Après, c'est aussi la société qui porte ces messages-là de performance, parce qu'on est là-dedans, et puis d'apprendre à tout prix et tout ça. Donc forcément, la société, dans les messages qu'elle peut, qu'elle peut apporter, a une part de responsabilité. Après, c'est la vie des familles, c'est notre vie aussi dans notre société. C'est voilà. Enfin, on voit bien que on est tous individualistes. Enfin, tous les liens se délitent en fait. Donc forcément, ça a une influence, c'est au niveau familial, mais ça se situe bien au-delà. On est absolument d'accord. On va s'arrêter là-dessus, mais en ayant une touche positive. Voilà, en vous disant que malgré tout, vous êtes présents, que vous avez effectivement envie de bien faire et vous n'êtes pas les seuls. Tout à fait. Qu'il y a des choses disponibles sur la ville pour accompagner les parents. Et que du coup, on peut continuer à y réfléchir les uns et les autres, revenir sur le sujet plus tard si vous en exprimez le besoin et le souhait. Donc justement, on vous a mis un petit questionnaire de satisfaction qu'on vous invite à remplir en mentionnant ce que vous avez pensé de la conférence et peut-être ce que vous souhaiteriez approfondir par rapport à ce thème-là ou par rapport à d'autres thèmes. On vous propose de mettre du coup dans cette petite boîte en carton les coupons par rapport à votre avis sur cette réunion.
Et puis, sur la table, juste à la sortie, vous avez donc les flyers du lieu d'accueil enfants-parents, mais aussi la possibilité de mettre vos adresses mail si vous souhaitez recevoir l'actualité du programme du Point Écoute Famille. L'idée étant, pour ce service, de s'appuyer sur vous. Vous avez été, ça a été une réunion interactive et vous avez été très participatif et merci pour ça. Mais du coup, l'interaction, elle est aussi sur comment répondre à vos attentes de parents et s'adapter à vos besoins. Donc n'hésitez pas à les faire remonter et à vous saisir du Point Écoute Famille pour ça. Merci beaucoup à Madame Vanout pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Et juste pour aussi finir sur une note positive, c'est que nous, parents, je m'inclus, hein, on a quand même beaucoup de ressources, quoi. Il ne faut pas se laisser détourner de nos propres ressources. Il faut se faire confiance, quoi. Moi, il y a quand même plein de familles qui me disent mais oui, mais je le savais bien, mais pourtant. Ben ouais, c'est ça, quoi. Ben voilà, essayez de redonner cette place, enfin voilà, le bon sens. Il y a une perte du bon sens, quoi. Donc faites-vous confiance. Et puis voilà, parlez de ce que vous pensez. Après, les gens s'en saisissent ou pas, mais essayons d'avancer. Merci, messieurs, dames. Bon week-end, bonne soirée.